Eli Carmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes un des responsables de l'Institut international de lutte contre le terrorisme et je voulais vous parler ce matin des menaces qui sont liées à la présentation du fameux plan de paix américain par Donald Trump aujourd'hui en fin de journée. Alors il y a d'abord les menaces palestiniennes d'un côté, il y a aussi des menaces de Daesh de l'autre. Commençons par les Palestiniens. Est-ce que vous redoutez un réveil, on va dire, après les déclarations très opposées de Mahmoud Abbas à ce plan de paix? Vous craignez un réveil, on va dire, d'une protestation palestinienne qui pourrait être violente en Judée et en Samarie? Oui, il n'y a pas de doute. Je crois même avant les informations qu'on a reçues hier sur les directives du président Abou Mazen à la population, c'est-à-dire il a donné la liberté d'action aux Palestiniens et aussi a demandé aux forces de sécurité palestiniennes de ne pas coopérer de manière trop étroite avec les autorités israéliennes. Donc il n'y a pas de doute qu'il y aura des échauffourées, il y aura peut-être plus de violence, mais la demande des autorités palestiniennes, c'était de ne pas utiliser des armes à feu. Ensuite, ce qui influera beaucoup sur la position et l'attitude de la population palestinienne et des dirigeants, c'est les mesures concrètes que le gouvernement de Benjamin Netanyahu prendra immédiatement après la présentation du plan. C'est-à-dire, s'il y aura une annexion soit des colonies israéliennes en Cisjordanie, soit de la vallée du Jourdain. Et cela pourra provoquer des actions très importantes dans Cisjordanie et surtout de Gaza, là où ils ont aussi la possibilité d'activer les missiles et d'autres moyens d'attaque contre Israël. Il y a aussi la menace, si la vallée du Jourdain sera annexée d'une crise très importante avec la Jordanie. Et là aussi, il y aura probablement des émeutes contre le gouvernement, contre le régime du roi Abdallah, ce qui peut mettre en danger, par exemple, notre ambassade à Amman et même peut-être à la frontière. Donc ça, c'était des choses déjà attendues par ceux qui comprennent le cadre stratégique dans lequel se trouve la région et surtout le conflit israélo-palestinien. Et aussi, sur le plan stratégique, ça peut provoquer un rapprochement entre le Fatah, c'est-à-dire l'autorité palestinienne et le Hamas, qui jusque maintenant, ils étaient dans une crise qui dure depuis de longues années, et coordonner une action contre Israël. En plus, il y a... Vous pensez qu'ils peuvent mettre de côté leur très profonde divergence de vue pour faire front commun face au plan de paix américain? Oui, du point de vue tactique pour le moment, pour une certaine période, jusqu'à ce qu'il voit ce qui se passe en fait sur dans le cadre de cet accord de paix ou de deal de siècle, comme on l'appelle, surtout parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. On doit voir ce qui se passera dans un mois, qui prendra le gouvernement, qui sera le parti qui aura pratiquement le contrôle du gouvernement, si c'est le Likoud ou la liste blanc-bleu. Et à ce moment-là, peut-être on pourra arriver à quelques négociations pour calmer la situation. Jusqu'après les élections, s'il y aura des mesures prises directement par le gouvernement de transition, il y a des risques des événements violents des deux côtés de la frontière. Alors, je voudrais essayer de comprendre, parce qu'on on est dans une situation presque un peu paradoxale. D'un côté, au cours des dernières années, on le voit, il n'y avait pas d'option de règlement du conflit israélo-palestinien. On ne parlait plus du tout de ce conflit, ou quasiment plus. Et la situation sur le terrain était relativement... on va dire relativement calme, hein, c'est relativement, entre guillemets, relativement calme. Là, maintenant, on reparle à nouveau d'un règlement et alors que d'un côté, on essaye de s'acheminer vers une solution, finalement, on a le sentiment que tout cela risque de faire exploser la région. Mais malheureusement, ça c'est le résultat
d'une décision du président Trump, avec l'accord de Netanyahu, de présenter ce plan justement avant les élections, quand il n'y a pas vraiment de gouvernement qui peut décider de mesures sérieuses à long terme. Ce sont des mesures qui seront partielles et qui influeront malheureusement sur la situation après les élections. Donc il y a un côté politique qu'on connaît, que c'était le désir des deux dirigeants, Trump et Netanyahu, de tenter un coup, si vous voulez, avant que les actions judiciaires contre Trump d'un côté, contre Netanyahu d'autre part, soient avancées. Et malheureusement, c'est le côté politique qui a une catharsis de ce côté, justement à cause des intérêts personnels de ces deux dirigeants. Parce si on aurait présenté le plan après les élections, et comme a dit le général en réserve Gantz à Washington, on discutera. Nous acceptons, il n'y a pas dit combien de côtés de ce plan sera accepté, mais on va discuter, et on va discuter avec les pays arabes dans le cadre régional, parce que jusque maintenant, c'est ça une question très importante, ni l'Égypte, ni la Jordanie, et même l'Arabie saoudite et les États, les Émirats, n'ont réagi absolument pas. J'ai vu le Twitter des moyens de communication de ces pays. Ils ne parlent pas presque de ce qui se passe dans le cadre du conflit israélo-palestinien, justement parce qu'ils ne connaissent peut-être pas tous les côtés du plan, et ils attendent pour voir comment ça va se développer sur le plan politique en Israël d'un côté et du côté palestinien. Mais il n'y a pas de doute que les Palestiniens n'accepteront pas de toute manière le plan comme il est présenté. La seule chose positive du point de vue palestinien, c'est que le président américain a reconnu la nécessité d'un État palestinien. Et ça, d'ailleurs, provoquera une réaction négative du part de la droite, de l'extrême droite israélienne, qui déjà dit nous n'accepterons jamais la constitution d'État palestinien. Donc la situation est très complexe et on va voir dans les prochaines heures, c'est-à-dire demain soir après la présentation du plan, et si le gouvernement prendra à très court terme des décisions qui peuvent provoquer un soulèvement sur Jordanie. Et je crois qu'il y a aussi des actions terroristes à partir de Gaza. Alors justement, à propos d'actions terroristes, on a remarqué hier la déclaration du porte-parole de Daesh qui a pour la première fois, on va dire de manière très claire, ciblé, menacé de lancer des opérations contre des cibles israéliens, soit à partir de la Syrie, soit à partir du Sinaï. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces? Parce que jusqu'à présent, il faut bien avouer que depuis sa création, Daesh ne s'était pas focalisé contre l'État d'Israël, vers l'État d'Israël, et avait mis d'une certaine manière l'État d'Israël en dehors de ses cibles. C'est un changement stratégique qui est lié à cette présentation du plan, à votre avis? Oui, c'est très intéressant parce que ce qui s'est passé ces derniers jours, on a parlé du nouveau dirigeant de Daesh qui se trouverait quelque part en Irak ou en Syrie et Al-Quraishi. Et justement, c'est le remplaçant d'El-Baghdadi. Oui, de Baghdad, Abu Bakr al-Baghdadi. Le problème de Daesh est qu'il se trouve dans une position de faiblesse extrême. D'abord, ils ont perdu le territoire tant en Irak comme en Syrie. Leur dirigeant, Abu Bakr al-Baghdadi, le calife, a été tué par les forces spéciales américaines. Il n'y a pas d'action terroriste majeure dans le monde occidental. Il y a des actions de loupe solitaires, si vous voulez, comme on les appelle. C'est pas exactement solitaire, mais quand même. Mais il n'y a pas des actions d'envergure comme on a vu en France et en Belgique dans les années 2015-2016. Et même en Moyen-Orient, il n'y a pas de grandes actions de Daesh. Même si al-Baghdadi, il y a quelques mois avant de mourir, a déclaré que nous avons étendu notre influence en Afrique, en Turquie et même en Inde. Donc,
Et ils ont un dirigeant qui n'est pas connu non seulement par le pays qui lutte contre Daesh, mais il n'est pas connu par la population, par les musulmans qui pourraient s'identifier à Daesh. Pour tous ces motifs, je crois que le nouveau dirigeant a décidé de prendre un tour vers Israël et les Juifs, comme Osama Bin Laden l'a fait exactement après avoir perdu la lutte en Afghanistan. En 2002, après avoir été expulsé de l'Afghanistan, comme je rappelle, les États-Unis, la coalition internationale a occupé l'Afghanistan, Al-Qaïda a été détruit et Osama Bin Laden et Al-Zawahiri ont dû fuir quelque part dans les montagnes et ensuite en Pakistan. Et à ce moment-là, ils ont pris la décision. On se rappelle aussi qu'il y avait l'intifada. Ouais. L'intifada à l'époque était très violente et le Hamas, même le Fatah, était impliqué dans des actions suicides très très douloureuses ici en Israël. Et sur ce fond, Bin Laden, qui avant ne s'occupait pas du tout de la question palestinienne, a décidé de faire des actions contre les Juifs et Israël. La première action a été à Mombasa, au Kenya, contre un hôtel israélien, la tentative d'abattre un avion israélien civil. Et ensuite, à Jeddah, en Tunisie, si on se rappelle. Ensuite, au Maroc, en 2003, au Maroc, où il y a eu une série d'attentats, 2 contre les objectifs juifs, je crois, un cimetière et un hôtel. Donc, ça a été une tentative de se présenter dans une période où la question palestinienne était très à la mode, si vous voulez, et où les Palestiniens avaient l'avantage sur Al-Qaïda. Et je crois que l'analyse de Al-Quraishi à ce moment précis, voyant ce que le plan de Trump propose, en comprenant que les Palestiniens vont réactionner avec force, c'est un tremplin pour eux. Maintenant, sur le plan opératif, il y a une grande différence entre la Syrie et le Sinaï. Parce que en Syrie, il y avait Daesh n'a jamais attaqué Israël, même s'ils avaient la possibilité à l'époque de le faire entre 2014 et 2017. Et la situation est encore pire maintenant. Tandis que dans le Sinaï, il y a eu déjà des actions. À partir de 2012, Ansar al-Magnes, qui était le précurseur de Daesh contre Israël, ils ont envoyé des roquettes vers Eilat plusieurs fois, je crois 15 fois ou 17 fois. Et ensuite, Daesh même, en Sinaï, au Vilayat Sinaï, en 2017 et 2018. Mais maintenant, ils sont quand même dans une situation assez précaire avec l'offensive militaire égyptienne contre les forces et même les actions d'Israël. Selon un rapport de New York Times, Israël a attaqué au moins 100 fois ses forces au Sinaï. Mais quand même, il y a une menace parce que là, ils sont sur la frontière. Mais ils peuvent faire des actions terroristes à l'étranger, surtout dans l'Occident. On a vu qu'il y a eu des loups solitaires qui ont attaqué, disons, des civils et des actions avec des voitures voitures qui ont été utilisées comme armes. Donc, il peut qu'ils se retournent vers des objectifs juifs, des synagogues, des écoles juives et ainsi de suite. Eh bien, Eli Carmon, on comprend, la situation risque d'être tendue dans les prochains jours, les prochaines semaines. On l'espère bien entendu, on ne l'espère pas. Mais bien entendu, donc, il faut être vigilant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir essayé de mieux comprendre un peu la réaction du côté des Palestiniens et même, on va dire, de certaines factions dans le monde arabe au moment de la présentation de ce plan de paix américain de Donald Trump. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Boker Tov. Merci à vous.